Olivier Véran, bonjour. Bonjour. Ministre de la Santé et des Solidarités. Nouveau départ en vacances aujourd'hui, envie de liberté. Les Français oublient certaines contraintes sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète? Tout d'abord, permettez-moi, Jean-Jacques Bourdin, de saluer l'homme de radio, parce que je sais que vous venez de terminer votre dernière matinale à la radio. Oui. 40 ans, je crois, 19 ans sur RMC Découverte. Oui. J'ai été un fidèle auditeur, donc ça me fait aussi quelque chose. Donc j'imagine que vous, ça doit être une émotion assez forte. Oui, et comme vous êtes pro, vous vous retrouvez face à moi juste après. Donc voilà, je me permettais de saluer au nom des Français qui ont été très nombreux à vous écouter. Une très belle carrière. Ça me fait plaisir. Vous parlez des Français qui partent en vacances. Ils ont besoin de vacances. Ils ont envie de vacances. Oui. Ils ont envie d'oublier. Qu'ils oublient le confinement, qu'ils oublient tout ce qu'ils ont vécu au cours de ces mois, qu'il y a un travail de résilience collective, c'est normal. Il y a une chose qu'ils ne doivent pas oublier, ce sont les gestes barrières. Ils ne doivent pas oublier le fait que le virus circule. Il ne faut pas que ce soit omniprésent dans leur tête, il ne faut pas vivre dans l'angoisse permanente, il faut vivre dans la vigilance permanente. Vous êtes inquiet ? Sincèrement. Par nature, est-ce que le comportement des Français vous inquiète ? Par nature, je ne suis pas inquiet. Par contre, je suis un observateur comme vous. Oui. Et donc, j'observe qu'il y a un relâchement de certains comportements dans certaines situations, dans tous les milieux, y compris d'ailleurs dans la passation de pouvoir. Y compris, je l'attendais. Oui. Oui, mais vous savez, Jean-Jacques Bourdin, il faut qu'on soit impeccable. Encore plus, évidemment, quand on porte la parole publique. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'au quotidien, il y ait de la distanciation sociale. Qu'au quotidien, on limite les situations à risque. Vous avez fait la remarque à vos collègues ? Mais voyez, moi-même, dimanche dernier, j'étais sur le marché de Grenoble. J'ai vu un commerçant que j'avais pas vu depuis des mois. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Je l'ai repoussé en disant, faut surtout pas faire ça. Puis en plus, on est en public, alors je vais avoir des tweets avec des menaces en tout genre. Mais il peut y avoir des moments d'égarement, des moments évidemment de relâchement. On ne demande pas aux Français d'être des robots. On leur demande d'être vigilants au quotidien, de limiter les situations à risque. La situation où vous êtes 100 dans un appartement pour une fête clandestine, où vous dansez les uns avec les autres, c'est une situation qui peut être risquée. Les grands rassemblements qu'il peut y avoir sont des situations qui sont à risque. Quand on veut être sûr de limiter les risques, par exemple, il va y avoir le 14 juillet, il va y avoir des balles, les gens vont sortir, vont boire un coup, ils vont vouloir faire la fête, c'est la fête du pays, c'est la fête pour les Français. Les balles ne sont pas annulées, que les choses soient claires. Ils peuvent le faire avec le respect des gestes barrières, et puis s'ils veulent être sûrs et ils veulent limiter les risques, ils peuvent être acteurs de leur propre santé, par exemple en téléchargeant l'application Stop Covid. C'est parfaitement le moment pour le faire. Ça veut dire que si vous avez été en contact avec des gens qui étaient pas loin de vous pendant un quart d'heure et qui sont potentiellement malades, au moins vous êtes avertis. Ça vous évite de contaminer demain vos proches et d'autres personnes sans le savoir. Les balles ne seront pas interdites. Il y a des endroits où ils le seront, par arrêté des maires, par intervention des préfets. Il y a des endroits où le virus circule un peu plus qu'ailleurs, où il y aura encore plus de vigilance. Je vais vous parler de la Mayenne, évidemment. Les balles ou pas balles, Jean-Jacques Bourdin. Encore une fois, c'est un effort de vigilance au quotidien que les Français doivent s'appliquer pendant l'été. Olivier Véran, le virus ne meurt pas avec la chaleur, contrairement à ce que certains avaient dit, je me souviens. Est-ce que cela aussi, ça vous inquiète ? Mais je n'ai jamais considéré que le virus pouvait mourir avec la chaleur, puisque de toute façon, il y avait une épidémie. Pourtant. Oui, mais enfin, on a entendu beaucoup de choses, Jean-Jacques Bourdin, jusque sur votre plateau. J'ai été convaincu qu'il ne mourrait pas avec la chaleur, dans la mesure où il y avait une épidémie en Iran, en Égypte, au même moment qu'elle percutait la France. Hélas. Et puis les coronavirus ne sont jamais morts avec la chaleur. Il ne faut pas chercher, je dirais, de moyens magiques d'en finir avec le virus. Il y a deux façons d'en finir avec le virus. Notre comportement collectif, en restant vigilant, et le développement d'un vaccin, et tout le monde y travaille. Pourquoi n'y a-t-il aucun contrôle particulier à Roissy ? Il y a des contrtres qui sont faits à Roissy. Alors, il y a deux. Lesquels ? D'abord, j'étais à Roissy dimanche dernier, je n'ai jamais été contrôlé à l'arrivée. Vous venez d'où ? Vous venez d'où ? De Portugal. Lisbonne. Donc vous êtes intra-Europe. Il y a deux listes de pays. Il y a une liste de pays qui sont dits verts, au sein desquels le virus circule pas plus qu'en France. Donc il n'y a pas de raison particulière de procéder à des contrôles spécifiques. Et puis il y a des pays pour lesquels les frontières sont fermées, c'est les cas qui sont en zone rouge, et il y a la situation particulière des binationaux ou des Français qui reviennent de l'étranger, vous ne pouvez pas les empêcher de revenir et personne ne l'envisage. Donc il est demandé aux Français qui reviennent de pays à risque de procéder à des tests PCR sur place. Et comme il y a certains pays qui ne le font pas, nous développons dans les aéroports, et notamment l'aéroport de Roissy, des campagne de tests à l'arrivée, et je souhaite que ce soit des tests qui soient salivaires. Je souhaite que ce soit des tests salivaires, qui sont des nouveaux tests, qui sont des nouveaux tests en train. Vous allez déployer des tests expertisés. Alors, dites-moi,
précisément. Donc dans les aéroports, notamment à Roissy, il va y avoir des tests salivaires obligatoires. Je suis en train de travailler avec Jean-Baptiste Djebari, qui est le ministre délégué au transport. Nous avons fait la comptabilisation du nombre de personnes que cela concerne. Je travaille avec le directeur général de l'ARS Île-de-France, Aurélien Rousseau, pour pouvoir déployer des équipes dans les aéroports et procéder demain à des tests salivaires. À partir de quand? Nous sommes en train d'acheter... En fait, ces tests salivaires sont des tests qui sont tout nouveaux, qui sont encore en cours de qualification, mais qui sont presque aboutis. Donc dans les tout prochains jours, nous pourrons développer cette campagne supplémentaire. Mais on ne reste pas... C'est-à-dire que tous les voyageurs qui viennent de pays extra-européens seront testés. Tous les voyageurs qui viennent de pays à risque se verront proposer d'ici quelques jours obligatoire ou pas? On ne peut pas contraindre quelqu'un à avoir un test. Nous demandons déjà aux Français qui reviennent de se faire tester sur site. Lorsqu'ils ne le peuvent pas, nous leur demandons d'aller dans un laboratoire, un hôpital ou chez leur médecin pour pouvoir se faire tester. Mais de manière, donc les consignes, elles sont passées, Jean-Jacques Bourdin, mais de manière à simplifier les démarches, nous allons faire ces campagnes de tests à même les aéroports partout où ce sera possible. On va parler des tests, je vais vous parler de la Mayenne, mais je voudrais évoquer les États-Unis qui vont quitter effectivement l'OMS en 2021, hein, pas tout de suite. Est-ce une faute? Moi, je crois qu'on a besoin d'une politique de santé mondiale. Je suis allé à Genève en présence du ministre allemand de la Santé rencontrer Tedros, qui est le patron de l'OMS. Il y a le temps passe à une vitesse, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, à Genève pour discuter d'une politique d'évaluation rigoureuse, mais en même temps réaffirmer à l'OMS l'amitié et le soutien de la France. Nous avons besoin de faire évoluer cette institution, que les États-Unis quittent une institution mondiale qui fait sens et qui est indispensable dans la période. C'est évidemment une décision que je trouve dommageable. C'est une faute. Je vous ai dit que c'était dommageable. Je n'ai pas à condamner un État, sinon je vais recevoir des coups de fil. Je vous dis que je considère que la place des États-Unis est au sein de l'OMS. Bien. Combien de Français sont-ils dépistés chaque semaine? Le nombre de tests réalisés, effectivement, augmente, puisque nous en sommes à 350 000 désormais. Vous nous aviez promis 700 000, Je vous ai promis qu'on était en capacité de faire 700 000 et nous sommes en capacité d'en faire plus. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? Vous savez, nous avons envoyé 1,5 million de bons de l'assurance maladie chez les gens pour leur dire faites-vous tester si vous voulez vous faire tester. Nous venons de faire la même chose en Mayenne avec 300 000 bons qui ont été envoyés. On ne va pas aller chercher les gens par le bras pour les emmener se faire écouvillonner afin de faire une PCR. Vous savez, le chiffre qui est le plus important, Jean-Jacques Bourdin, c'est le nombre de tests qui sont positifs. Nous sommes à 1,1% de tests positifs. C'est-à-dire que sur 100 Français qui se font tester, il y en a 99 qui n'ont pas le Covid. C'est pas satisfaisant. 1,1, si. Mais le jour où ce sera 0, ça veut dire que le virus ne circulera plus. En période d'épidémie, nous étions à 25% de tests positifs. 1,1, 99% des Français que nous testons n'ont pas le virus. Et en Mayenne, les mailles du filet sont très serrées. Et en Mayenne, le taux est un peu plus élevé, un petit peu plus élevé parce que nous avons fait des tests. Ce qui se passe en Mayenne, c'est d'ailleurs, ça montre... 6 clusters, ça montre 5 ou 6. Ça montre l'interventionnisme et ça montre la vigilance et l'efficacité de notre politique. En Mayenne, nous avons testé systématiquement des EHPAD, des milieux, et d'ailleurs l'EHPAD où on avait peur qu'il y ait des cas, il n'y en a pas, on a testé tout le monde. Nous avons testé les abattoirs qui sont des milieux fragiles, on le sait, parce que ce sont des milieux confinés avec des populations parfois fragiles et qui vivent ensemble. Et là, nous avons identifié des clusters, ainsi que dans des lieux d'hébergement d'urgence et d'hébergement collectif. À ce stade, il n'y a pas ce qu'on appelle de diffusion communautaire. C'est-à-dire que les chaînes de contamination, les chaînes de transmission du virus, nous les tenons. Donc on identifie des dizaines de cas dans un abattoir, par exemple, des dizaines de cas dans un lieu confiné d'hébergement collectif, mais le virus, à ce stade, n'a pas montré qu'il était capable de circuler en dehors de ces zones. Donc, c'est exactement ce que nous faisons depuis 12 semaines et qui explique qu'en France, contrairement à beaucoup de pays autour de nous, le virus régresse semaine après semaine. C'est exactement ce que vous m'aviez demandé, Jean-Jacques Bourdin, vous-même. Et si vous regardez en Mayenne, vous allez voir des drives où les Français sont invités à aller se faire tester. Toute la population du département sera testée. 300 000 personnes peuvent se faire tester. Encore une fois, on ne peut pas contraindre les gens, mais on les invite, on les incite à le faire. Des bons que avec les autorités sanitaires, bien sûr. Et même sans bons, je veux dire, s'ils ont des symptômes ou une inquiétude, bien sûr. Remboursés par la sécurité sociale, j'imagine. Toujours. Est-ce que si la situation ne s'améliore pas en moyenne, vous envisagez un reconfinement? Mais à ce stade, il n'y a pas lieu de l'envisager puisque nous sommes en train déjà de maîtriser la circulation du virus. Maintenant, Jean-Luc Bourdin, il y a l'Allemagne, qu'on prenait à juste titre d'ailleurs en exemple sur bien des domaines, a dû reconfiner près d'1 million d'habitants. L'Australie a reconfiné. Le Portugal a mis en place des mesures plus sévères. Je ne vous parle même pas des États-Unis avec ce qui se passe là-bas et qui est extrêmement inquiétant. L'épidémie à l'échelle de la planète augmente.
il y a plus d'1 million de nouveaux cas chaque semaine dans le monde. Donc le virus a régressé et régresse semaine après semaine depuis 3 mois dans notre pays, mais il augmente dans un nombre très important de pays. Donc on reste très vigilant et acteur. On traque ce virus. Test salivaire dans les aéroports, on est bien d'accord. Hein, test salivaire aussi. J'attends l'autorisation des autorités de santé pour pouvoir le faire. Je souhaite ardemment que nous puissions le faire. Et test salivaire peut-être dans les stades aussi. Les tests salivaires avec Roxana Maracineanu, la ministre déléguée au sport. Nous travaillons depuis déjà un certain temps. Et les tests salivaires sont déjà opérationnels dans les milieux sportifs professionnels, ce qui nous permet d'ailleurs de qualifier ces tests pour voir s'ils sont aussi performants que les affreux Je m'arrête écouvillons. un instant sur les stades. Le championnat de France de football de Ligue 1 va reprendre les 22 et 23 août, Ligue 1, Ligue 2. Est-ce que ce championnat reprendra avec du public ? Vous connaissez aujourd'hui les conditions de rassemblement dans les stades. Nous limitons à 5000 personnes les rassemblements, quelles que soient les conditions, avec des tests salivaires, quelles que soient les situations. Pour les joueurs ? Non, je parle des pour le public. Oui, on ne fera pas de test à chaque personne qui va avoir un match de foot. Enfin, je crois que c'est difficile, c'est impossible. Mais ensuite, on fera évoluer les conditions. On fera évoluer les conditions sanitaires à mesure qu'elles le justifieront, quelles que soient les situations. Nous ne prendrons jamais un risque non maîtrisé, même si on peut avoir très envie d'ouvrir telle ou telle structure ou de permettre aux Français d'entrer une vie normale. J'ai promis, je voudrais vous parler des discothèques. Oui, je les ai vus d'ailleurs en venant. S'il y a un secteur qui souffre, ce sont les discothèques. Comment accepter que sur Airbnb, on puisse louer un appartement, une maison, organiser une fête à 100, 150, 200 personnes sans aucun contrôle, avec tous les risques sanitaires que cela entraîne, et laisser fermer des discothèques? Franchement. En venant sur votre plateau, j'ai été interpellé par des représentants des acteurs du monde de la nuit. Je suis allé discuter avec eux. Je leur ai dit que je comprenais parfaitement. Mais vous n'imaginez pas, ne croyez pas du tout qu'on soit insensible d'abord à la question de ces personnes qui tiennent des établissements, qui veulent vivre de leur profession. Je ne suis pas du tout insensible non plus à la situation des jeunes et pas non plus à celle des parents qui aimeraient bien que leurs jeunes puissent aller se défouler. C'est le cas pour aussi le sport amateur, les sports de combat amateurs. Donc on a des situations qui sont complexes. À date, Jean-Jacques Bourdin, à chaque fois que j'ai eu des recommandations sanitaires permettant de prendre des décisions d'ouverture, je les ai suivies. Et à chaque fois que j'ai eu des recommandations qui allaient dans le sens inverse, je les ai suivies. Il y a 2 sujets, si vous me permettez. D'abord, il y a le sujet de l'accompagnement financier, économique de ce secteur, qui ne doit pas mourir. Il est hors de question de laisser ces personnes et leur activité économique mourir. Deuxièmement, je considère comme vous qu'on doit être amené à faire évoluer un certain nombre de situations. J'aurai cet après-midi un conseil de défense. Ne croyez pas que cette question nous passe par-dessus la jambe. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ou pas cet été? Je vous dis que nous aurons un conseil de défense, comme nous en avons régulièrement et systématiquement. Cette question est abordée. Si les conditions ont mis en place, ce n'est pas une décision du ministre de la Santé seul dans son coin, c'est une décision prise avec les autorités sanitaires. Je n'ai pas à vous dire si je suis favorable ou non, je vous dis que je suis des recommandations scrupuleuses. Maintenant, j'entends et je remercie. Et pensez à nos enfants. Moi, je préfère avoir un enfant dans une discothèque où les conditions sanitaires sont organisées plutôt que dans une fête privée où rien n'est organisé. J'en aborde 2 choses. Je considère qu'ils font un travail sérieux, les acteurs du monde de la nuit, et qu'ils ont fait des propositions sérieuses qu'il nous faut regarder. Deuxièmement, vous avez vécu comme moi la fête de la musique, et je ne sais pas si vous avez été interpellé comme je l'ai été, mais chaque image où on voyait 50 ou 200 personnes danser, c'était autant d'émotions des Français qui disaient comment cela est-il possible. Encore une fois, il vaut mieux retrouver ces personnes-là dans une discothèque, où tout est organisé. Je ne sais pas. Il y a les sujets de climatisation, il y a les sujets d'aération. Il faut regarder chaque chose. Encore une fois, on prend le sujet extrêmement au sérieux et je comprends parfaitement l'émoi de la profession. Bien, une question. La France est-elle prête à affronter une seconde vague? Et si tel est le cas, quel reconfinement est envisagé? Ce que nous montrons depuis 12 semaines, c'est que la France est prête à empêcher une seconde vague. Puisque ça augmente dans beaucoup de pays, y compris des pays proches de nous. Et ce n'est pas le cas, à date, en France, où les moyens qui ont été mis en place, mais on peut aussi le dire, Jean-Jacques Bourdin. On a aussi le droit de le dire. C'est qu'à date, je constate que le virus continue d'être maîtrisé au prix d'efforts qui sont des efforts considérables, qui ne sont pas les efforts du ministre de la Santé ou du gouvernement, qui sont les efforts de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, des médecins, des SAMU, des pompiers, de tout le monde qui sont mobilisés sur le territoire et des Français qui font attention. Donc nous avons un plan face à toute situation. Maintenant, il y a des choses qui nous échappent. Ça ne vous aura pas d'ailleurs échappé, Jean-Jacques Bourdin, depuis le début de cette épidémie. Oui, les malades qui ne s'en sortent pas, qui restent avec des conséquences terribles, ça devient maladie chronique.
Vous parlez Maladie vous parlez de chronique. ce qu'on appelle des Covid persistants. Oui, le Covid persistant. Covid persistant, qu'est-ce que vous allez faire? Une prise en charge pour eux? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une prise en charge médicale qui doit être de toute façon organisée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de malades qui ont contracté le virus, parfois avec des formes sévères, parfois des formes moins sévères, et qui conservent des symptômes semaine après semaine. Les premiers symptômes, c'est de la fatigue, parfois de la dyspnée, parfois des maux de tête, etc., etc. Donc, nous sommes en train, pas la France toute seule, à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de recherches qui sont conduites pour voir s'il persiste un mécanisme inflammatoire au-delà de la phase aiguë de la maladie qui pourrait expliquer cette fatigue. On l'avait vu avec des cas pédiatriques, par exemple, avec des phases inflammatoires qui pouvaient durer plusieurs semaines. Nous sommes aussi il y a des études qui sont conduites avec des scanners pulmonaires, ce qu'on appelle des scanners low dose, pour voir s'il existe des séquelles respiratoires chez certains patients qui se plaignent de troubles respiratoires. Donc nous sommes à la fois à l'étape de la recherche, c'est tout nouveau, et en même temps, à la phase de l'accompagnement et du suivi médical, je travaille avec les professions médicales. Une prise en charge pluridisciplinaire. Bien sûr. Bien sûr, partout où c'est nécessaire, bien sûr. Mais les médecins savent cela et savent le faire. Bien, Ségur de la santé. Le gouvernement a donc proposé 180 €, 90 € net en septembre, 90 € net en mars. Rémunération, hausse de rémunération pour l'ensemble des personnels hospitaliers de l'hôpital public en dehors des médecins. C'est bien cela. C'est plus que ça. C'est plus que cela. Bah oui, vous prenez le premier étage de la fusée. Bon. Il y a 3 étages dans cette fusée. Je vais vous parler des emplois. Je vais vous parler des emplois. Mais non, sur la rémunération, il y a 3 étages. Bon, alors 180 €. Si je peux me permettre de compléter. Allez-y. 1 700 000 salariés de l'hôpital public, privé non lucratif, privé lucratif, EHPAD, 1 700 000 Français, pour la plupart des femmes, avec un grand nombre d'entre elles et d'entre eux qui avaient des salaires qui n'étaient pas à la hauteur de leur mission, vont voir dans quelques mois et en quelques mois leur salaire net augmenter de 180 €. Ça, c'est la base. La base. Ensuite, il y a les soignants, les infirmières, les aides-soignantes, les métiers médico-techniques, qui vont avoir ce qu'on appelle un travail sur les grilles de la fonction publique, ce qui fait qu'en définitive, rien qu'avec ces 2 premières mesures, il n'y a pas une infirmière à l'hôpital qui touchera moins de 215 à 220 € net de plus. Il n'y a pas une aide-soignante à l'hôpital qui touchera moins de 215 à 220 € net de plus. Et le 3e étage de la fusée, Jean-Jacques Bourdin, c'est ce que j'ai appelé l'engagement collectif. C'est une politique d'intéressement mise à l'échelle des établissements de santé qui permet d'organiser des soins en équipe au service des malades, la qualité des soins, et qui donnera lieu à des rémunérations complémentaires identiques pour tous les membres de l'équipe. Et avec cela, ce sera encore 45-50 € net de plus pour toutes les personnes qui sont concernées. Et ajouter encore ce que nous avons négocié avec les syndicats, les majorations d'heures supplémentaires. En pratique, une infirmière qui est dans un hôpital avec une pratique d'amélioration des soins et qui fait quelques heures sup, et elle le souhaite parfois, pourra même gagner parfois 400 € net de plus par mois. C'est la plus grosse augmentation de revenus qui n'a jamais été proposée dans ce pays. Et je suis, même un peu ému parce que, vous savez, j'ai passé plus de 40 heures en bras de chemise avec les syndicats là, ces derniers jours, jusqu'au cœur de la nuit, jour après jour, pour négocier, pour discuter. On est tellement d'accord les uns et les autres sur le diagnostic et le constat. Les syndicats vont tous signer ? Je ne pense pas que tous les syndicats signeront. Vous ne bougerez plus de toute façon. Non, mais il y a un projet d'accord qui a été envoyé, qui est en cours. C'est à prendre ou à laisser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'hier soir, Jean-Jacques Bourdin, nous sommes tombés d'accord avec la majorité des syndicats médicaux sur un projet d'accord. J'attends qu'ils me confirment leur validation. Que nous sommes tombés d'accord avec les étudiants, les externes, les internes en médecine, qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord et nous devons pouvoir signer lundi. Les médecins hospitaliers, ça y est, c'est arraché hier soir. 600 millions d'euros pour leur rémunération. C'est 450 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour les syndicats. On va augmenter l'indemnité de service public exclusif, c'est-à-dire qu'on va augmenter les rémunérations des médecins qui font du public dans le public. 450 millions d'euros pour les médecins et 200 pour les internes et étudiants. Les étudiants, les externes, les internes. Enfin, un interne en médecine, sera payé l'équivalent du SMIC horaire pour le travail qu'il effectue. Et pour la masse hospitalière, pour toutes ces personnes qui ne sont pas des médecins, qui sont parfois des ambulanciers, parfois des secrétaires médicales, qui sont parfois des gens qui vont s'occuper de la nourriture, qui sont les infirmières, qui sont les manip radio, qui sont les auxiliaires de régulation médicale. Toutes ces personnes sont concernées par l'accord et vont voir une augmentation de pouvoir d'achat qui est majeure. Et ce sont, moi je pense, je vous le dis, une aide-soignante, ça peut être une mère de famille isolée qui ne s'en sortait pas avec ses enfants. Quand vous avez 220, parfois plus,
de plus en net par mois, vous imaginez ce que ça change dans un quotidien. Donc oui, on restaure le quai, on restaure l'attention, on prend soin de ceux qui prennent soin de nous au quotidien. C'est majeur. Pardon, j'en parle avec emphase, mais je comprends. Je sors d'un tunnel de négo et franchement, il y a des fois où on peut être particulièrement touché par l'action qu'on mène quand on pense aux conséquences que ça aura sur le public concerné. J'ai une dernière question. Il y aura d'autres choses dans Ségur. Il y aura plein de choses. 15 000 emplois. Jean-Jacques Bourdin, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu un ministre de la Santé ou un Premier ministre qui vous dit on va augmenter les emplois à l'hôpital et créer 15 000 postes d'infirmières? Ça fait combien de temps qu'on vous a pas dit qu'on allait médicaliser la gouvernance, démocratiser? Mais il y a bien d'autres choses. Vous allez voir le Ségur. Alors, j'ai une dernière question. La méthode ROPA, inscrite dans la loi. Les députés ont voté l'autorisation du don de gamètes lorsqu'un couple de lesbiennes veut accéder à une PMA. Vous approuvez? En fait, je considère, je me place pas du tout sur une position éthique sur la question, mais parce purement qu'Agnès médicale. Buzyn était contre. Ben oui, en fait, elle est contre et le gouvernement est contre également cette question-là. Parce qu'il y a un problème on va faire une stimulation hormonale et des ponctions d'ovocytes qui ne sont pas des gestes neutres à une femme qui n'en relève pas forcément. Et donc, il y a un acte qui est invasif. Est-ce que la situation justifie d'aller faire un acte invasif? D'un point de vue éthique, la question est extrêmement complexe. Il y avait une saisine du Conseil d'éthique sur cette question. La position du gouvernement restera défavorable. Donc, même si par ailleurs, je peux être, moi, favorable à certaines évolutions dans le texte, parce qu'on peut avoir des désaccords sur des questions éthiques. Mais ce sujet est complexe. Et encore une fois, c'est la santé qui doit primer, comme pour le Covid et comme pour le reste. Merci Olivier Véran. Bonnes vacances Jean-Jacques Bourdin, vous les avez méritées. Merci beaucoup, merci. Bonne pétanque. On se retrouve à la rentrée, évidemment. Oui, je vais jouer à la pétanque, bien sûr. Merci Olivier Véran, 8h55.